Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire pour vous cette semaine, ça bouge, mais rien n'est encore réglé dans le dossier de la pêche à la Facine. La Ville de Saint-Urbain a présenté ses résultats financiers. Charlevoix au boulot revient le 23 avril prochain. Une programmation diversifiée pour le festif cette année. Go Explore lance un nouveau magazine web, Go Charlevoix. Et au sport, on s'entretient avec Maxime Jaudoin. Bonne émission. Commençons ce bulletin de nouvelles par une mise à jour de ce qui se passe dans le dossier de la pêche à la Facine, plus précisément de la pêche au caplan. Elisabeth Pailleur, la rencontre qui était prévue avec les pêcheurs le 13 avril a été encore une fois reportée. Oui, et maintenant, on parle du 20 avril prochain. Alors, Pêche et Océan Canada vont rencontrer les deux pêcheurs. Oui. Et on nous dit là, par écrit que l'ouverture de la pêche ne changera pas. C'est toujours le 1er mai prochain. Par ailleurs, il s'est tenu cette semaine une audience du comité des pêches à la Chambre des communes à Ottawa. Oui. Et c'est là que ça nous a permis de comprendre un peu, c'est quoi l'échéancier pour permettre des modifications des permis de pêche? Parce que c'est pas simple. Non, exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pris suite au comité consultatif qui, donc, se réunit une fois par année. Et la décision qui en sort est toujours pour l'année prochaine. OK. Donc, le comité consultatif cette année se rencontre le 25 avril pour la saison prochaine, donc 2023. Alors, si tout se passe bien, si tout le monde décide que pour la pêche à la Facine dans Charlevoix, on peut donc devancer ouais. la date au 1er avril, bien, ça ira 1er avril 2023. Et là-dessus, on a les commentaires de Caroline Desbiens après 1 heure de rencontre. Et ensuite, vous allez voir le commentaire du député libéral Ken Hardy à des fonctionnaires. On les écoute. D'abord, deux choses. Quoi que j'entende, je hoche la tête parce que le Caplan roule depuis 2 jours. Je suis désolée, là, la glace, tout ça. Je suis désolée. Le Caplan roule depuis 2 jours et depuis 2 jours, nos pêcheurs perdent de l'argent qui compromet l'existence même de leur pêche l'année prochaine. Je veux mettre ça au clair. Deuxième chose, les pêcheurs ont écrit une lettre à la ministre et au MPO 2 fois plutôt qu'une. Ça, c'est bien important. Quand elle dit qu'elle n'a pas eu de nouvelles de personne, on a envoyé 3 fois un dossier haut comme ça de scientifiques, de spécialistes de partout au Québec qui nous confirment que le Caplan du Saint-Laurent a aucun lien, l'ADN du Caplan du Saint-Laurent a aucun lien avec celui de Terre-Neuve. Là, je commence à fumer. J'aimerais savoir, mais si vous pouvez nous promettre que nos pêcheurs vont être invités à la table de consultation en avril prochain, j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes absolument certain que le Caplan qui roule sur la grève en ce moment et qui s'en vient mourir altère la masse critique de ressources dans le Saint-Laurent au moment où on se parle. On se demande pourquoi nous tenons cette séance d'information d'urgence. Madame Desbiens déjà voulait une date d'ouverture précoce et cette date est déjà passée. Et même si quelqu'un aujourd'hui prenait la décision pour commencer ou ouvrir la pêche, il serait peut-être déjà un peu tard. Là où le bas blesse, M. Sargent, c'est que vous dites que c'est à peu près la seule pêche au Caplan qui a une date fixe, que toutes les autres dates de début de la pêche sont déterminées en fonction des conditions. Et là, je me demande, pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas se produire dans ce cas-ci? Et Martin, vous avez rencontré Julie Gauthier à ce sujet. Oui, on a voulu obtenir ses commentaires là, suite à la rencontre du comité. Alors, on l'écoute. Julie Gauthier, on aimerait savoir quelles sont vos réactions suite au comité parlementaire qui s'est déroulé hier à Ottawa. Oui, on a écouté avec attention. Effectivement, c'était une très belle rencontre. Moi, ce que j'en retire, en fait, c'est que il y a beaucoup d'éducation qui reste à faire. Hein. Ça fait 1 an qu'on est là-dessus et qu'on essaie de se faire entendre, mais ce que je comprends, en gros, c'est que tout le monde n'est pas nécessairement au fait encore du dossier. Si petit soit-il pour eux, si on le retient bien aussi, qu'on n'est que 2 petits pêcheurs. Alors, c'est ça, beaucoup d'éducation à faire. On va-tu avoir notre permis finalement cette année ou pas avant le 1er mai? Ça reste encore nébuleux.
Un petit espoir peut-être pour le 25, mais on parle de 5 jours au bout du compte de plus de pêche. Donc, ce qu'on a demandé, dans le fond, n'est pas encore accepté. Une demande, en fait, en plus qui a été faite l'année passée, le 9 avril. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que pour cette année, étant donné l'état des glaces puis les marées, même si vous avez votre permis seulement qu'au 1er mai, puis il faut voir, parce que vous allez avoir des rencontres la semaine prochaine, là, mais est-ce que ça vous permet quand même de faire une pêche au caplan cette année ou vous avez passé la fraie? Nous, on installe en fin de semaine, en fait, la fin de semaine de Pâques. Demain, ça commence et dimanche. Tant que nos engins ne sont pas à l'eau, nous, on ne peut pas savoir si le caplan est passé, si c'est fini, si ça va continuer. C'est vraiment, puis c'est pour ça qu'on demande à être au 1er avril. Oui. On ne sait pas quand on va pouvoir mettre notre engin de 1 par rapport aux glaces, par rapport aux conditions météo et tout. Mais à partir du moment où les glaces ont quitté, là, c'est prêt, on peut le faire. Est-ce que le poisson il est là? Est-ce qu'il est passé? Bien, ça nous revient, puis c'est Dame Nature qui décide cette partie-là. Nous, tout ce qu'on demande, c'est laissez-nous le plus de temps possible pour voir justement si Dame Nature est généreuse ou pas avec nous cette année. Suite aux nombreuses démarches là, qui ont eu lieu cette année, on a brassé beaucoup le dossier. Avez-vous l'impression que votre situation s'est améliorée par rapport à l'an dernier? Puis avez-vous espoir que ça puisse se corriger dans le futur? Que vous ayez votre permis à temps? De ce que j'ai entendu hier, j'espère que ça va. Tu sais, on a fait la demande l'année passée. Ouais. Puis là, on en est pratiquement au même point que l'année passée dans les discussions qui sont dites présentement. J'ai les mêmes réponses. Fait que, est-ce que je fais confiance, puis ça va aller, puis on va avoir une réponse favorable à notre demande? Peut-être, mais je me laisse le droit aussi de penser que ça se peut que ça prenne encore un an. En terminant, j'aimerais que vous nous expliquiez. On a appris en fouillant dans ce dossier-là qu'il y a des poissons qui sont de juridiction provinciale, puis il y a des poissons qui sont de juridiction fédérale. Pouvez-vous nous démêler ça, les deux juridictions? Qu'est-ce qui fait que quand vous arrivez dans votre cage, vous devez faire le tri entre ce qui est fédéral et provincial? Est-ce que c'est ce qu'on comprend? En fait, là, le principe, on a un permis qui nous est émis au niveau du provincial, au niveau du MAPAC, pour installer un engin, une trappe en filet, Oui. la fascine qu'on appelle. Et avec cette installation-là, on a un permis de capture de poissons provinciaux, qui sont des anadromes, catadromes. Donc, on a droit à l'éperlan arc-en-ciel, le grand corégone, le poulamon et l'anguille à l'automne. Ça, ce sont des poissons d'eau douce ou des poissons d'eau salée? Ça, ce sont des anadromes, catadromes, donc qui peuvent aller et dans l'eau douce et dans l'eau salée. Donc, tout ce qui va dans l'eau douce, c'est de juridiction. Tout ce qui peut aller ou qui n'est que dans l'eau douce, c'est provincial. Et tout ce qui n'est que dans l'eau salée uniquement, c'est de juridiction fédérale. Donc, ici, on parle du caplan et du hareng. C'est pour ça qu'on est avec Pêche et Océan Canada présentement. Mais quand vous allez installer vos pêches, là, à compter de la semaine prochaine, quand votre pêche va être opérationnelle, vous allez avoir des poissons provinciaux puis des poissons fédéraux dans votre cage quand même. Vous rejetez une partie de vos poissons à l'eau parce qu'ils ne sont pas de la bonne juridiction? Bien, en fait, on peut garder certains anadromes, catadromes provinciaux, puis on a quelques fédéraux aussi qu'on a, puis il y a plein d'espèces aussi qui entrent dans nos cages, là, qu'on n'a pas le droit de capture, comme la plie, elle est fédérale. Mais ça, on remet à l'eau tout simplement. Ils sont vivants, les poissons, les gros saumons, on les prend, on les remet à l'eau, la truite arc-en-ciel aussi. Donc, là, ce qui peut arriver, puis c'est ça pourquoi on demande aussi d'être au 1er avril pour le caplan, c'est qu'au moment où le caplan se présente, bien, il y a aussi des anadromes, catadromes qui peuvent se présenter, comme le poulamon, par exemple. Oui. Si on veut faire la mise en marché de ce poulamon-là, bien, il va falloir trier en travers toutes les grosses quantités de caplan pour prendre uniquement notre poulamon puis rejeter le caplan. Fait que ça, c'est beaucoup de travail. Bien, en vous souhaitant la meilleure des chances pour vos rencontres futures et pour la suite des choses, je vous remercie, Julie Gauthier. Merci beaucoup. Elisabeth, pour conclure sur ce dossier, il faut dire que la mobilisation citoyenne, elle se poursuit également pour soutenir la pêche à la fascine. Oui, tout à fait. Et juste avec Moi, je roule en avril, donc il est toujours possible de s'acheter des poissons. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Oui. Et il y a également un artiste, Pierre Bouchard, qui a voulu mettre la main à la pâte. Il a fait des aquarelles. On est rendu à peu près entre 1 500 et 2 000 $ d'amassés pour la fête du Caplan, qui est pour les aînés de Charlevoix. Oui. Et j'ai pu le rencontrer. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet. Quand j'ai vu qu'il y avait un mouvement pour sauvegarder la pêche à la fascine, il y avait des petits macarons, j'ai décidé
je dessine des poissons aussi, puis j'ai dit, je vais faire des petits caplans. On a décidé de faire 7 caplans qu'on a encadrés, et puis ça s'est vendu là, comme des petits poissons chauds, comme on dit. On a décidé d'en faire 3 autres pour la fin de semaine de Pâques, et puis on va les garder jusqu'à lundi. J'espère qu'ils vont se vendre rapidement aussi. Merci d'avoir fait le point avec nous, Élisabeth. Merci. La Ville de Saint-Urbain est la première à avoir déposé son rapport financier pour l'année 2021. Et j'en parle avec la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard. Madame Simard, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Madame Simard, vous annoncez un important surplus cette année. Parlez-nous de ça. Alors, bien sûr, on est très heureux de pouvoir annoncer un surplus de 290 000 cette année. OK. En fait, voilà. On parle d'un surplus non affecté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que ce surplus-là nous permet de travailler sur des projets, de prendre de l'argent dans ces montants-là pour faire ce que l'on veut, ce que l'on veut, façon de parler, là, mais c'est un surplus libre. Donc, si on le fait... Comme un surplus inattendu? Inattendu, oui, parce que vous savez, quand on fait nos prévisions budgétaires pour l'année 2021, entre autres, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un 217 000 de profit, mais c'est sur la vente de terrain. Donc, on ne pouvait pas prévoir dans nos prévisions budgétaires 2021 que nous vendrions autant de terrain pour un tel montant. Donc, comme on doit avoir toujours un budget équilibré, on ne pouvait pas présumer qu'on vendrait, disons, 10 terrains ou 12 terrains. Mais là, c'est le montant, c'est la grosse différence avec le budget équilibré qu'on avait. On doit donc comprendre que dans vos dépenses d'investissement, ce que vous faites devient de plus en plus rentable parce qu'il a fallu investir pour créer un quartier domiciliaire, pour ouvrir un parc industriel et tout ça. Bien, tout à fait. Disons qu'on a connu une année 2021 quand même assez exceptionnelle dans les investissements. J'étais impressionnée à la lecture de ce qu'on a fait depuis pour l'année 2021. Alors, on a eu la rue des entrepreneurs, qui est de la continuité dans le parc industriel pour un montant de 730 000 $. On a eu dans le développement au cœur du village un investissement de 710 000 $. Un ponceau dans le rang Saint-Jean-Baptiste pour 375 000 $. Une station de pompage, 218 000 $. Le chemin des mines, c'est-à-dire en haut du côté de Saint-Jérôme, 53 000 $. Le boisé du séminaire, phase 4, encore un 46 000 $. Sentier du vélo de montagne, on parle de loisirs, 40 000 $. Et le belvédère de la halte des montagnes, ici, pour un montant de 34 000 $. Alors, toutes ces dépenses... fait 2 millions, 241 000 $. Toutes ces dépenses ont quand même des influences sur le service de la dette chez vous. Bien sûr, mais il faut... Ce qu'on souhaite expliquer aux gens, c'est que nous, la dette, c'est très important. Les gens nous questionnent là-dessus, qu'on est toujours à l'aise d'expliquer à nos gens que dans les investissements qu'on a faits, parce que c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime de la part des citoyens. Oui, parce que votre dette atteint presque 6 millions de dollars présentement. Exactement. C'est 5 780 800 $. Et sur ce 5 780 000, il y a 2 971 000 qui est à la charge du gouvernement. C'est-à-dire que ces investissements-là se sont faits grâce à des programmes du gouvernement. Donc, ça représente 51 % de notre dette de 5 780 000 $. Donc, 2 971 000 à 51 % est à la charge du gouvernement. Madame Simard, on n'arrive pas à présenter un surplus comme vous le présentez là, du jour au lendemain. Je pense que ce sont les meilleurs résultats financiers depuis que vous êtes mairesse à Saint-Urbain. Comment vous expliquez, je ne dirais pas ce redressement, mais cette poursuite-là vers un budget qui n'est jamais écrit au rouge? Comment vous expliquez donc le rendement que vous avez en ce moment? En fait, je crois sincèrement qu'au niveau du conseil, d'abord, ce n'est pas parce que je suis rentrée au conseil comme mairesse, c'est que nous avons, avant que je rentre au conseil, nous avions la création du parc industriel. Et à mon avis, tout part du parc industriel avec la vente de terrain et des constructions dans le parc industriel, ce qui nous a permis d'avoir des retours de taxes importants.
pour investir, ça prend un minimum, mais pour avoir attiré des entreprises et des constructions et des jeunes familles, il faut investir. On n'a pas le choix. Et on investit pour l'avenir de notre municipalité. Si je vous donne l'exemple du parc industriel, présentement, au total, la municipalité a investi 1,1 million. Et la valeur des entreprises aujourd'hui, en 2021-22, est à 21 millions. Et ce n'est pas fini. Alors, les revenus de taxation annuelle sont de 315 000 $. Alors, voilà ce qui fait la différence, ce qui nous permet d'investir. Et à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines années? Vous allez poursuivre sur le même chemin, continuer à faire des développements domiciliaires, élargir votre parc industriel. Qu'est-ce qui s'annonce à Saint-Urbain avec un budget comme celui-là? On va écoutez, notre surplus libre maintenant, ça retrouve à 779 000 $, ce qui est quand même fort intéressant parce que c'est une première au total cette année. Alors, on est bien fiers. Maintenant, on ne veut pas continuer à faire des développements. Là, on va prioriser ce qu'on a présentement. Le cœur du village, où on débute la phase 2, pour une dizaine de terrains. Dans la phase 1, il y en avait 7. Oui. Il y en a déjà 3 ou 4 de vendus. Comprenez que la conjoncture actuelle fait en sorte qu'on doit être prudent dans nos investissements et que c'est préoccupant présentement là, au niveau des constructions. Alors, pour le moment, ça va très bien, là. Mais ensuite, on va investir au niveau dans notre milieu en lien avec le centre communautaire, en lien avec les loisirs, en lien avec le garage municipal. On va faire l'acquisition d'un camion incendie. Alors, on va passer à autre chose que d'investir sur le développement domiciliaire, parce qu'on en a de l'offre. Alors, je pense qu'on est capable de continuer et d'être à l'aise de travailler pour l'amélioration des conditions de vie dans notre milieu. Bien, Claudette Simard, on vous souhaite de poursuivre sur ce chemin et on vous remercie d'être venu nous présenter vos états financiers ce matin. Ça m'a fait plaisir, M. Ouellette. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Alors, c'était Claudette Simard, la mairesse fière de Saint-Urbain, fière de ses résultats financiers. La 23e édition du Salon de l'emploi Charlevoix-au-Boulot est de retour le 23 avril prochain. Un reportage d'Élisabeth Pailleur. Cette année, Charlevoix-au-Boulot se tient au Centre éducatif Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul. Le Charlevoix-au-Boulot, cette année, pour la 23e édition, ça va se dérouler le 23 avril de 9h30 à 16h au Centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, dans le hall et la cafétéria, en plus de certaines salles qui vont être utilisées pour faire des entrevues directement sur place. Donc, on va retrouver une quarantaine de kiosques d'entreprise et 7 partenaires en employabilité qui œuvrent sur le territoire de Charlevoix. La porte-parole, qui a plusieurs années d'expérience dans le milieu, sera un atout selon Lynne Tremblay, directrice à Service Québec. Madame Christiane Lambert, qui est notre porte-parole cette année, est une porte-parole toute désignée parce que ça fait des années qu'elle vient à Charlevoix-au-Boulot et qu'elle y trouve beaucoup de personnes. En fait, parmi son personnel, plusieurs personnes ont été dénichées à Charlevoix-au-Boulot. Donc, elle sait à quel point l'événement peut être bénéfique à la fois pour les employeurs qui ont l'opportunité d'établir un premier contact, puis repérer aussi les personnes qui correspondent au profil recherché. Donc, et aussi pour les chercheurs d'emploi qui se cherchent un emploi pour la saison estivale, parce qu'il faut le rappeler, maintenant, on a 2 événements, soit Charlevoix-au-Boulot le printemps et celui aussi de l'automne. Les entreprises participantes pourront trouver la perle rare étant donné la situation du marché de l'emploi à l'heure actuelle. Toutes les entreprises sont à la recherche de personnel et puis on voit de plus en plus une belle diversité au niveau des employeurs qui sont présents sur place. Donc, je vous dirais qu'il n'y a aucun secteur qui est laissé pour compte là, à Charlevoix-au-Boulot. La recherche d'emploi rejoint un large éventail de candidats.
On a vu avec les années la clientèle s'élargir au niveau de travailleurs qui recherchaient de l'emploi. Donc, c'est plus seulement les personnes qui travaillent de façon saisonnière, mais on voit aussi, par exemple, des étudiants, des personnes immigrantes de plus en plus qui se présentent chez nous pour s'installer à plus long terme. Il y a aussi des travailleurs expérimentés, parfois qui veulent travailler à temps partiel ou même qui veulent faire une réorientation de carrière. Des partenaires importants permettent la tenue de l'événement. Tout ça est chapeauté par le service de main-d'œuvre L'Appui, qui a le mandat de mener à bien cet événement-là, avec aussi plusieurs partenaires qui sont autour de la table et qui sont de bons conseils pour la tenue de l'événement. Je pense entre autres à Formation continue, je pense à G7 Conseil, le mouvement Action Chômage. Les MRC sont impliqués aussi via leur bras économique, soit la Mission Développement Charlevoix et le SDLA de la MRC de Charlevoix. Et finalement, on a aussi la Chambre de commerce et les centres femmes qui s'impliquent. Un transport collectif fourni par Corporation de mobilité collective de Charlevoix sera mis à la disposition des citoyens qui partiront de la Malbaie. Les gens sont invités le 23 avril prochain à venir rencontrer les entreprises d'ici entre 9h30 et 16h au Centre éducatif Saint-Aubin. Élisabeth Pailleur pour TVCO. On a présenté cette semaine la programmation du prochain festif qui se déroulera du 21 au 24 juillet prochain. On s'est entretenu avec Clément Turgeon et on vous a préparé un reportage où on présente quelques-uns des artistes qui sont à l'affiche. L'objectif premier, c'est pas nécessairement d'être populaire. T'sais, on est populaire peut-être justement parce qu'on décide des fois de prendre des risques, de booker des artistes qui ne se retrouvent pas dans tous les gros festivals. Donc, c'est ce qui est dur, c'est de réussir à faire des concessions, de se dire qu'il faut faire plaisir au grand public. Voir la pluie dans la prairie, les mouches à feu qui éclairent la nuit dans le bois. Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé dès l'inconnu. J'ai deviné. On revient vraiment vers une édition normale. Donc, on était allé chercher certains sites de la COVID. Puis on a ramené nos classiques. Donc, tu sais, la scène flottante, la place de jardin, garage du curé. Donc, on ne voulait pas cette année se mettre à encore une fois réinventer, trouver des nouveaux sites. On s'est dit les gens se sont ennuyés du vrai festif. Donc, on ramène ça cette année. Not to fall back onto some kind. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu l'avenir de femmes libérées. Il y a le pit à sable qui va être de retour, le bas de la baie, donc il y a un champ, ou le chemin de la Pointe en fait, et le parc de la Virvole. C'est les trois sites. Le parvis du festif, qui était une nouveauté l'an passé, revient aussi. Puis là, ça va être ouvert jusqu'aux petites heures du matin. On veut être bien dans mon char, même en février. C'est toujours l'heure d'été. La beauté, je l'empaille. Le temps de calfeutrer les failles. Les affaires roulent pas mal au lit dans la campagne. Ce qui est différent, bien, entre autres, tout le volet cirque là, qui est vraiment plus développé. Il y a plus d'artistes internationaux un petit peu, le parvis, la scénographie. Donc, c'est encore en évolution malgré tout. Nous parlions toutes les deux les soirs de célibat.
c'est vraiment ça. Tu sais, la prog est très éclectique, fait qu'il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi non plus. Donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Tu sais, tu regardes l'affiche, puis nous autres, ce qu'on voulait, c'est que les gens retrouvent le festif dans les choix des artistes qu'on a fait. Là. Le magazine web Go Charlevoix a été officiellement lancé cette semaine. C'est une réalisation de l'équipe de Go Explore et on s'est entretenu avec Patrice Gagnon. Patrice Gagnon, bonjour. Allô, merci de m'accueillir, Elisabeth. Bien, merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. On voulait parler du nouveau magazine qui est en ligne. En fait, c'est un magazine qui existait déjà. Go Charlevoix est maintenant en ligne. Est-ce que c'est l'aboutissement d'un projet de longue haleine? En fait, j'en ai ici, je te montre, c'est deux versions papier qu'on avait fait, Okay. Qui avaient le nom de Go Explore, qui est notre division corporative ici, notre maison de production. Ouais. Et quand le magnifique, là, c'est parce que personne ne veut en parler, mais on va le dire, le COVID, la pandémie, la situation exceptionnelle sanitaire mondiale est arrivée. Oui. Le troisième numéro du magazine est tombé vraiment à l'eau parce que tout le monde va fermer les restaurations, les hébergements, les hôtels. Et nous, on était diffusés dans les hôtels, à l'intérieur des chambres, dont, exemple, les Manoirs Richelieu, qui nous recevaient sur le lit des 400 chambres. Et là, on ne pouvait plus avoir accès à cette belle visibilité-là. Et là, le gouvernement a mis sur pied le projet de transformation numérique. Donc, il offrait à des organismes ou des entreprises qui en avaient la possibilité de prendre un projet existant et de le transformer numériquement. Okay. Donc, on a vu ça arriver comme un cadeau du ciel. On a rempli nos documents et finalement, le ministère de la Culture, puis là, je fais du name dropping de partenaires, mais le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de la Malbaie et Mission Développement de la MRC de Charlevoix, entre autres, là, qui sont les 3 gros partenaires du projet, ont embarqué pour peaufiner puis fignoler le plan d'affaires et le projet de transformation numérique. Et ça, depuis donc 2020, donc mars 2020, donc on est presque 2 ans après le dépôt du projet. Et là, enfin, on est capable de présenter une version numérique du projet. Et on a vraiment ciblé plus sur la région, donc on l'a vraiment appelé Go Charlevoix. Voilà. C'est ça. Puis, c'est quoi exactement le contenu là, donc, qu'on peut retrouver sur ce magazine web? Bien, tu sais, je te dirais que ça correspond aussi à une philosophie, à une manière de couvrir les événements. On est plusieurs médias et on fait tous notre travail de très belle façon, avec une grande qualité, je pense, un grand souci. Et il y a quelques années, en 2016, on a décidé d'essayer de voir comment on peut traiter une nouvelle juste différemment pour amener juste une autre manière de la traiter, tout simplement. Oui. Et on a beaucoup de plaisir à peaufiner ça et à aller plus loin vers ça et vraiment devenir un magazine de société. Où le traitement est juste légèrement différent. Puis vraiment, entre guillemets, si j'utilise un terme anglais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est donner une touche glamour aux gens de Charlevoix et aux activités. Un peu en clin d'œil en disant, c'est pas parce qu'on est en région que ça peut pas être magnifique, hot, puis à l'image de ce que les magazines internationaux nous donnent. Des fois, on a l'impression que parce qu'on regarde le Vogue, c'est plus hot parce que c'est à Londres, parce que la joaillière, elle vient de New York. On s'est dit non, on a une joaillière ici qui est magnifique, on a un territoire incroyable. Puis Bénédicte Séguin, là, pour ne pas la nommer, a décidé d'aller plus loin puis de proposer un look très stylé à l'image des covers de grands magazines comme le Rolling Stone, exemple, ou le GQ. Ça fait qu'on a beaucoup de plaisir à s'amuser comme ça. Donc, on vous présente une joaillière d'une autre façon, tout simplement. Fait que là-dessus, il y a des portraits d'artistes. Il y a des escapades touristiques, il y a des portraits de grandes institutions comme le Domaine Forget, comme le Manoir Richelieu. Est-ce que ça s'adresse plus à un public de touristes ou vraiment vous voulez rejoindre tous les Charlevoisiens, les Charlevoisiennes avec ce magazine-là? Ben, je pense que oui. Je pense que ça s'adresse à ma mère qui veut connaître plus encore sur la région, à ma blonde qui est née ici, mais qui aime entendre parler de ce qui se fait, de la manière dont Go Charlevoix présente les trucs. Et évidemment, on veut que ça rayonne à Montréal, ailleurs au Canada et partout. Pour ceux et celles qui s'intéressent sur Charlevoix, vont pouvoir le découvrir d'une autre façon. Et on espère que ça intéressera. Puis d'ailleurs, les beaux commentaires qu'on a vus sur notre lancement sur Facebook et sur les différents partages de nos premières vidéos, c'est ça, c'est « Oh, wow, une belle région, j'ai hâte d'aller faire un tour ». On s'est dit, mission accomplie sur l'impact que ça a à avoir à l'extérieur. Et la une va être appelée à changer. Les couleurs du site aussi, on s'est laissé de la liberté.
C'est la gang de Lima Charlie. Je ne sais pas si tu voulais en parler, là, mais c'est la gang de Lima Charlie, qui est une super belle équipe de développeurs web et d'intégration avec Delphine Jaffre, qui est une designer graphiste incroyable, qui ont participé à l'élaboration de la plateforme. Donc, elle est très interactive, mais aussi, elle nous laisse beaucoup de possibilités de changement, de transformation, modifier les couleurs des boutons, puis amener le site ailleurs pour toujours donner une expérience immersive qui est différente, là, je dirais. C'est ça. Donc, ça sera en constant changement, dépendamment de ce qu'il y a à couvrir, finalement. Oui, les saisons. Je pense que c'est les saisons qui vont nous motiver beaucoup, là. On se demandait, est-ce qu'à tous les mois, on fait une, mais c'est un peu trop laborieux. Fait avec les saisons, ça peut être le fun, puis ça donne le temps au site d'avoir quelques mois pour que les gens puissent le vivre complètement, découvrir ce que nous, on propose, parce que la une, c'est surtout des trucs que nous, on met à l'avant-plan, mais derrière tout ça, il y a déjà plein d'intégrations. Exactement. Donc, Patrice Gagnon, en terminant, comment on fait pour voir ce beau magazine web Go Charlevoix? Ben, on va sur gocharlevoix.com. C'est assez ça. Puis là-dessus, il y a des promotions aussi. On invite toutes les entreprises et organismes à mettre des promotions. Donc, c'est un incitatif aussi. Il y aura des concours. On prépare des beaux trucs pour l'automne parce que, là, je dis ça, puis on peut changer d'idée, puis la vie peut nous jouer des tours et changer de direction. Mais on aimerait ça revenir avec une version papier également. Des plus beaux coups qu'on aura fait sur le web, les amener à une version annuelle à chaque année où on aura notre version papier annuelle qui sera redistribuée dans les hôtels, je l'espère bien, et dans l'ensemble des endroits. Puis, en terminant, Elisabeth, il faut que je remercie Sylvain Foster, qui est photographe et assistance technique avec moi sur beaucoup de projets, qui participe activement à l'élaboration et la création de gocharlevoix.com. Et Camille Dufault-Truchon, puis pour ceux et celles qui font de la rédaction, t'en fais aussi au niveau de l'actualité. Elle signe tous les textes de gocharlevoix.com. Donc, moi, je lui lève mon chapeau d'être capable de s'immiscer dans l'ambiance et l'expérience de chacun des dossiers, puis de pouvoir nous le faire vivre. Tout à fait. Le site est traduit aussi en anglais, donc il est bilingue à 100% lorsqu'on peut le balloter à gocharlevoix.com, version anglaise. Et c'est Marc Lindenberg, un gars fort intéressant, un très bon traducteur avec qui on travaille. On est très heureux de cette belle équipe-là. On n'est pas beaucoup, mais on essaie de faire de notre mieux. Patrice Gagnon, merci pour ce beau tour d'horizon de votre nouveau magazine. Puis on reste en contact. À la prochaine. Avec plaisir. Merci à toi. Salut à toute l'équipe. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également, bien sûr, du sport des grandes ligues. Et Maxime Jodoin, vous nous apprenez que le club de golf Le Loup change de nom. Tout à fait, Martin. Alors, on parle de nouvelle identité pour le terrain de golf quand même populaire. Donc, le Loup de Baie-Saint-Paul devient maintenant, attention, Golf de Baie-Saint-Paul. Alors, on s'entend qu'on a fait disparaître le terme loup et également, on a un nouveau logo pour représenter cette nouvelle image de marque. Donc, nouvelle identité qui va permettre de rejoindre une clientèle beaucoup plus large et également de mettre en évidence la destination. C'est l'objectif premier de l'organisation du terrain de golf. On a continué à investir du côté du golf de Baie-Saint-Paul cette année. Oui, bien d'un, on savait qu'il fallait quand même réparer certaines choses au niveau du golf, là, comme par exemple un système d'irrigation qui va être informatisé à compter de ce printemps. Ça, pourquoi? C'est parce que ce que ça va éviter, ça va éviter que le terrain soit brûlé au complet dans les périodes de grande sécheresse, comme on a pu le voir dans les dernières années. Donc là, maintenant, même s'il fait chaud, même s'il fait des plus 30 pendant, un exemple, une semaine complète, de au moins, avec ce système-là, on va être en mesure de conserver la fraîcheur. On va éviter des périodes de sécheresse. Oui, parce qu'un terrain de golf brûlé, là, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas très beau. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres investissements qui ont été faits aussi. Oui, alors travaux d'asphaltage qui vont venir réparer certains sentiers qui seront réalisés au mois de mai. Alors, on sait que le Loup, au niveau des sentiers, c'était garnoteux, c'était un petit peu là, difficile. De temps en temps, là, pour les pneus, c'était difficile pour tout ce qui embarquait. Alors oui, travaux d'asphaltage pour réparer des sentiers, donc pour glisser, pour rouler plutôt avec le car, bien, ça va être beaucoup plus fluide. Et ça, bien, je pense que pour un golfeur, c'est important. Est-ce qu'on a une idée de la date d'ouverture de la saison? On n'a pas encore l'idée. Normalement, là, la neige va décider. La neige va décider. D'habitude, le mois de juin, fin mai pour ceux qui sont extrêmement chanceux, mais sinon, c'est pas mal plus en juin qu'on commence à penser à ça. Parlons maintenant du Canadien de Montréal. La grande question, c'est est-ce qu'on va voir Carey Price devant les filets du Canadien cette année? Oui, écoute, Martin, on en parle souvent de Carey Price. Il y a des paris là-dessus. Il y a des paris là-dessus. C'est le nom qui revient sur toutes les lèvres depuis quelques temps. Là présentement, les 4 prochains matchs se passent à Montréal, au Centre Bell. Et pour le week-end de Pâques qui s'en vient, on a deux duels qui vont avoir lieu face aux Islanders et face à Washington.
Actuellement, là, on a lancé l'idée que Price pourrait revenir au jeu, donc vendredi le 15 avril face aux Islanders ou encore le samedi. Mais je pense vraiment que ça va être dans ces cordes-là que ça va se faire. Alors, ça sera le cadeau de Pâques des partisans du Canadien, le retour de Carey Price. Oui, et je peux vous garantir que lorsque Michel Lacroix va annoncer son nom dans le gardien partant, là, surveillez bien attentivement la réaction de la foule, ça va être absolument incroyable. Maintenant, est-ce qu'on pense que Martin Saint-Louis va être de retour l'an prochain? Parce qu'il faut le dire, depuis une dizaine de matchs, l'effet Saint-Louis s'est estompé. Puis on a toujours la même équipe de fond de classement. Là, oui, bien, c'est officiel que le... Ça n'a pas beaucoup changé malgré tout. Oui, bien écoutez, on va peut-être finir dans les 3 avant-derniers. Alors, c'est vraiment là qu'on va se situer. Là, on le voit avec la fin de la saison. Ouais, on n'est pas meilleur qu'avant. Bien, écoutez, au niveau du classement, non, on n'est pas meilleur qu'avant. Par contre, certains matchs qu'il faut marquer, c'est la façon que l'équipe répond lorsqu'on tire de l'arrière. Ça, par contre, ça a apporté un petit twist, malgré que les défaites s'accumulent. Ça, on ne se cachera pas, ça va arriver. Ouais. C'est plus l'an prochain, cet été, qu'on va faire des changements. Et pensez-vous que Martin Saint-Louis va être de retour? Bien, écoutez, Martin Saint-Louis, au départ, moi, je me suis dit, avec une bonne formation, on peut peut-être aller chercher un entraîneur de carrière à long terme. Là, je pensais, entre autres, un exemple à Patrick Roy, à Bob Hartley également. Mais là, Martin Saint-Louis, quand même, a apporté une dynamique un petit peu différente, malgré les défaites qui s'accumulent. Donc, lui, il a déclaré, oui, l'année prochaine, il voudrait revenir, c'est sûr et certain. Là, lui, il a hâte peut-être d'avoir une chance, parce que vraiment, ils n'ont rien à perdre. Puis ça, honnêtement, c'est vrai. Donc, on va attendre quand même la fin de la saison avant de savoir ce qui lui arrive. Absolument. Lui le souhaite, il le souhaite de tout cœur. Maintenant, ça va être à Ken Hughes et Jeff Gorton de voir ce qu'il va arriver. Mais présentement, on a vu quand même un peu de positivisme. Alors, si vraiment, moi, je pense que, en tout cas, si jamais Saint-Louis revient, mes amis, je vous le dis, il ne l'aura pas volé. Il va avoir quand même eu un mérite là-dedans. Maxime Jodoin, merci beaucoup et à la prochaine. Ça fait plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour cette émission des actualités cette semaine. On espère que ça vous a plu et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine.